Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer sur la Côte d'Ivoire et sur le monde. Au Sénégal, le président Macky Sall a été investi hier par sa coalition Benno Bokk Yakaar. Une cérémonie en présence de quelques chefs d'État africains, notamment le président Alassane Ouattara, qui a annoncé son soutien au président candidat Macky Sall. Plus de 10 000 spectateurs ont également fait le déplacement. Ici en Côte d'Ivoire, la préfecture de police d'Abidjan a lancé hier l'opération de lutte contre les actes d'incivilité liés au code de la route dans le district d'Abidjan. Une opération confiée à la brigade de lutte contre les incivilités qui vise à lutter contre toute forme d'incivisme, dont celle liée au non-respect du code de la route. Au Togo, la coalition de 14 partis de l'opposition a encore fait descendre ses militants dans la rue à travers le pays. Hier samedi, les manifestants dénonçaient le texte de la réforme constitutionnelle soumis à l'Assemblée par le gouvernement, ainsi que la tenue des législatives le 20 décembre prochain. Depuis hier, 1er décembre, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et ce jusqu'au 31 décembre prochain. Le pays siège pour la 3e fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent depuis le 1er janvier dernier pour la période 2018-2019. Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix de l'ONU ainsi que sur la problématique de stabilité et du développement économique. C'est donc une opportunité pour le président Alassane Ouattara de parler du repositionnement de la Côte d'Ivoire à travers la promotion de la paix par le dialogue après plusieurs années de crise. Quels sont les enjeux de cette présidence? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire y gagne véritablement? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche Dr Traoré Dolazier, professeur en relations internationales à l'Université d'Abidjan, à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et bonjour docteur. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. On se retrouve dans 30 minutes et pendant un quart d'heure, on va échanger. Merci, monsieur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À son Excellence, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence, Monsieur George Herbert Walker Bush, qui fut le 41e président des États-Unis d'Amérique. En ces instants de grande douleur pour votre pays, je tiens au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, à exprimer ma profonde compassion et à exprimer à votre Excellence, à la famille de l'illustre disparu, notamment à l'ancien président George W. Bush, son fils, au gouvernement et au peuple américain, mes condoléances les plus sincères. Avec la disparition du président George H.W. Bush, les États-Unis perdent un leader qui avait à cœur d'œuvrer pour la paix dans le monde. En vous renouvelant toute ma compassion, je tiens à vous signifier à nouveau tout le soutien du peuple ivoirien dans cette épreuve très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui était hier à Dakar sur place, dans la capitale sénégalaise, il a assisté avec d'autres chefs d'État au congrès d'investiture du président sénégalais Macky Sall pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Au cours de cette cérémonie qui a réuni plusieurs milliers de militants et de sympathisants, le président ivoirien a annoncé son soutien au président candidat Macky Sall. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Dakar, Viviane Aïm. La coalition Benno Bokk Yakaar, qui forme la majorité présidentielle au pouvoir depuis 2012 au Sénégal, a une fois encore démontré sa force de mobilisation et de rassemblement autour du président Macky Sall pour lui assurer un second mandat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le congrès d'investiture organisé à Dakar ce samedi 1er décembre a affiché une affluence record de militants et sympathisants. Le chef de l'État sénégalais pouvait compter aussi sur le soutien de la grande famille de l'Internationale libérale qui avait choisi de tenir son 62e congrès à Dakar, avec la présence des chefs d'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, George Weah du Libéria, Adama Barrow de la Gambie. Présent également pour témoigner son soutien à son homologue du Sénégal, le chef de l'État Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Partant à la conquête d'un second mandat
Avec le soutien sans faille de cette même majorité présidentielle qu'il a hissé au pouvoir en 2012, le président Macky Sall peut d'ores et déjà être assuré pour cette prochaine élection d'une victoire dès le premier tour, comme le lui ont promis la coalition Benno Bokk Yakaar et ses millions de partisans et supporters à travers le Sénégal et l'extérieur. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a aussi apporté sa caution. Monsieur le Président de la République, président de l'Alliance pour la République, candidat d'une grande coalition et de la majorité présidentielle, j'ai décidé d'être à vos côtés. Pour vous témoigner toute notre admiration et notre gratitude. Je peux vous dire qu'au cours des 6 dernières années, nous avons été ensemble, le président Macky Sall et moi-même. Nous souhaitons vivement un second mandat pour le président Macky Sall. Oui, Macky, je connais le Sénégal. Je connais les Sénégalais. J'ai vécu ici pendant longtemps. Et je sais ce que vous faites pour votre pays, pour la sous-région, pour le continent. Et je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Macky. Macky est un homme d'État, un homme de paix, un homme qui contribue énormément à nos débats au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Assemblée générale des Nations unies, partout où nous avons été ensemble. Et je voudrais terminer en saluant ma belle-sœur Marème pour le soutien qu'elle apporte à mon frère, à mon jeune frère Macky. Et vous souhaitez bonne chance. Et Inch'Allah, tout se passera comme nous le souhaitons. Djerejef! À 3 mois de l'élection présidentielle, l'arrivée en lice du président Macky Sall vient lancer véritablement la course pour le fauteuil présidentiel au Sénégal. Et à l'issue du congrès d'investiture, le président Alassane Ouattara a quitté Dakar. Il a regagné Abidjan cette nuit en provenance donc de la capitale sénégalaise. Je rappelle que sur place, le chef de l'État a pris part au 62e congrès de l'Internationale libérale. Vous le voyez là en image, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Cette journée est l'occasion de nous rappeler qu'il faut garder espoir et ne surtout pas baisser les bras. Le chemin est encore long, mais la lutte porte ses fruits. Et j'encourage nos mamans et futures mamans à se faire dépister au plus tôt et à en faire de même pour nos enfants. Car connaître son statut sérologique VIH, c'est vivre sa vie positivement. Ces mots sont de Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Elle les a prononcés hier samedi 1er décembre à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le VIH se transmet principalement à travers les rapports sexuels non protégés. Et pourtant, à Bouaké, dans le Bouaké, un phénomène gagne du terrain. La prostitution qui apparaît comme le gagne-pain le plus prisé par la jeunesse. On y dénombre aujourd'hui plus de 3000 prostituées. Des jeunes filles, parmi elles de nombreuses étudiantes, appâtées par le gain facile, acceptent des rapports sexuels sans protection. Et bien évidemment, les conséquences sont irréversibles. Elles sont désastreuses. De janvier 2017 à janvier 2018, environ 700 décès liés au sida ont été enregistrés à Bouaké. Incursion dans le monde obscur de la prostitution à Bouaké avec notre reporter sur place, Kader Sogodogo. Bouaké, capitale de la région de Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire. La nuit est tombée sur la ville. Quartier Nembo, secteur fromager. Des jeunes filles sont sur le trottoir. Elles s'adonnent à la prostitution. Pour soigner leur image, des ONG préfèrent l'appellation professionnelle du sexe.
des professionnels du sexe qui ont conquis de nombreux territoires à Bouaké ces 5 dernières années. Les ONG ont recensé au total 197 sites de prostitution pour Bouaké. Les plus célèbres sont l'ancienne BCAO, l'espace Gbeke et la rue des Banques. La nuit tombée, les parkings, les couloirs de certains services servent même de chambre de passe. Une d'entre elles se fait appeler la sirène. Elle nous dévoile un pan de ses activités. Les tourons qui viennent garer les voitures, pour faire capote, c'est 2000 francs. 100 capotes, moins à 30 000. Oui, la sirène a régulièrement des rapports sexuels non protégés, véritable porte d'entrée du VIH. Les dernières statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent qu'au 1er janvier 2018, Bouaké comptait 16 647 personnes vivant avec le VIH, dont 7 038 hommes et 9 609 femmes. À la même date, la ville comptabilisait 679 décès liés au sida au titre de l'année écoulée. Le taux de prévalence affiche quant à lui 2,3%. L'ONG Renaissance Santé Bouaké, dans son programme de lutte contre le sida, est actif au niveau des prostituées. Notre intervention au niveau des professionnels du sexe se situe à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la sensibilisation en communauté, où on va donner le message de prévention. Il y a également le conseil dépistage qui se fait en communauté, mais aussi bien au centre de santé RSB. Il y a aussi la distribution des intrants, des préservatifs, du gel lubrifiant à base d'eau. Nous avons également la prophylaxie pré-exposition que nous offrons aux professionnels du sexe. La sirène n'est pas la seule. Celle-là se fait appeler vite vite. Si le tarif y est, pas besoin de préservatif. C'est en 2015 que j'ai commencé mon travail. Bon, j'ai des noirs, j'ai des blancs aussi. Je gagne un peu. Pour faire un capote, c'est 5 000 francs. Pour faire 100 capotes, c'est 20 000. À Bouaké, l'inquiétude va grandissant. Une autre forme de prostitution, celle des intellectuels. Dites prostituées, de nombreuses étudiantes répondent présentes. Discrètes, elles travaillent avec les gérants d'hôtels. Le code est connu. Allumez la lumière. Tout de suite, une étudiante est contactée. Mystère est étudiante à Bouaké. Nous l'écoutons. J'ai un enfant, donc il y a 3 ans, je suis à Bouaké. Et comme les parents ne m'aident pas, c'est pour ça que je me suis livrée à ça. On a nos numéros dans les hôtels. Quand les gens viennent en mission, les gérants nous appellent. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça aujourd'hui. Souvent, on fait ça sans préservatif parce qu'on est serré. Les ONG n'occultent pas cette nouvelle forme de prostitution. Les étudiantes sont une frange de la population qui s'adonne à la pratique du commerce du sexe. Pour celles qui sont affichées, elles reçoivent déjà des messages de sensibilisation. Pour celles qui sont non affichées, un plan d'action est en cours d'élaboration en vue d'adresser spécifiquement cette cible. Les autorités veulent agir pour débarrasser les trottoirs de Bouaké. Le préfet de région a pris la mesure du problème. Tout ceci fait partie de l'incivisme parce que cela dérange et pour quelqu'un qui vient nouvellement dans la cité, dans la ville de Bouaké, voyant ce genre de comportement sur des espaces publics fréquentés, n'honore personne. Même elles-mêmes qui le font, ou bien ceux qui le font, ne sont pas en reste. Pour cela, je pense que dans la progression de notre lutte contre l'incivisme, c'est un élément que nous prenons en compte et nous allons agir. La sirène, vite vite et Mystère ont-elles célébré ce 1er décembre dédié à la lutte contre le sida? Le mystère existe. Il faut faire vite vite pour allumer la sirène. La chaîne de la transmission du VIH-Sida doit être brisée à Bouaké.
Le monde de la prostitution à Bouaké, c'est un dossier signé Kader Sorodogo de la station régionale RTI Bouaké. Reportage que vous pourrez revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Et à une centaine de kilomètres de là, à Yamoussoukro, les directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale et de la formation professionnelle sont en formation. Une formation pour traduire en acte le thème de l'année scolaire 2018 et 2019 qui est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Et cette session de formation donc pour renforcer les capacités managériales et de leadership des directeurs régionaux et départementaux. On retrouve Soro Corona, RTI Bouaké. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Comment traduire en actes concrets le thème de l'année scolaire 2018-2019 dans les directions régionales et départementales de l'éducation nationale. Thématique au cœur d'un atelier de formation à l'endroit des directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale à Yamoussoukro. Nous avons besoin de faire ça de façon qualitative. Et donc c'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour tout harmoniser, pour nous accorder afin que nous puissions faire une très bonne année scolaire 2018-2019. 2 jours durant, les gestionnaires de l'école ivoirienne en région ont revisité les techniques de rédaction des comptes rendus, des rapports et des procès-verbaux. Les participants ont également abordé les congés précoces organisés par les élèves et l'épineuses question des grossesses en milieu scolaire. On va échanger d'expériences pour qu'ensemble on trouve une solution idoine afin d'éviter les congés prématurés qui ont un impact négatif sur les progressions. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé l'engagement de Kandia Camara à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. Certains directeurs régionaux ont commencé à faire des tournées, mais cette tournée permet en même temps d'entretenir les élèves, les professeurs, les parents et faire en sorte que nous puissions avoir une année scolaire qui va bien se dérouler et bien se terminer. Cet atelier de renforcement de capacité est une initiative de l'Association des directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Du côté de Daloa, il était question de non-violence en milieu universitaire. L'université Jean-Laurent Guédé a abrité cette semaine la 2e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire. La non-violence en milieu universitaire, quels avantages sur l'insertion professionnelle des diplômés? Et voilà le thème de cette édition 2018. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Suivons la correspondance de Konaté Ngana. Ces étudiants sont de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Leur université reçoit ce jour l'édition 2018 de la Journée nationale de la non-violence en milieu scolaire. Dans cet amphithéâtre qui sert de cadre à la célébration de cette journée, dirigeants universitaires, enseignants et parents étaient tous présents pour sensibiliser la communauté estudiantine au respect de la culture de la paix et de la non-violence. Il n'est pas beau de voir la crème de la jeunesse ivoirienne, espoir de toute une nation, et les élites de ce pays recourir à la bagarre rangée, au lynchage et même à la machette comme mode de règlement de conflit. Je voudrais que nous prenions tous aujourd'hui, ici rassemblés, l'engagement ferme d'œuvrer chaque jour pour apporter notre contribution à faire de nos universités et grandes écoles des espaces de non-violence, des cadres propices aux études. Faire des universités un cadre propice aux études, tel est le souhait de cette étudiante en situation de handicap. Avec ma situation d'handicap, je pense qu'une journée de non-violence est la bienvenue. Ça fait plus de 2 années académiques qu'il n'y a pas de grève à l'université Jean-Laurent Guédé, il n'y a pas d'action violente à l'université Jean-Laurent Guédé. La FECI aujourd'hui inscrite dans une ligne directive de non-violence. Je pense que nous allons poursuivre dans ce cadre-là. Ce sont plus de 2000 étudiants qui ont pris part à cette journée, au cours de laquelle l'association dénommée le Club de la Paix a été distinguée pour sa contribution à la promotion de la non-violence en milieu universitaire.
Même moment, ici à Abidjan, des cadres ivoiriens se formaient au rudiment de la haute administration. Ils ont appris les mécanismes d'une administration publique moderne et performante. Hier samedi, à la toute première promotion publique AMP, parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été célébrée. C'est une initiative de MDA Business School en collaboration avec l'École nationale de l'administration du Québec. On en sait plus avec Pierre Dipomelin et Franck Quadio. 35 impétrants, dont 10 femmes, tous des hauts cadres de l'administration ivoirienne, ont suivi avec succès le programme public AMP conçu par la M2 Business School et l'ENAP, l'École nationale d'administration du Québec. Ce programme vise à renforcer les capacités managériales des cadres de l'administration publique. La remise des parchemins a eu lieu en présence de la ministre Goudou Kofi représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'administration publique ivoirienne a besoin d'être plus efficace, plus efficiente. Elle doit mieux répondre aux attentes légitimes des citoyens en s'appuyant sur un faisceau de cadres hautement qualifiés, des experts que vous êtes, dont l'éthique professionnelle doit être une priorité. Je voudrais avant tout propos remercier son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly. Après une formation riche et fructueuse, nous voilà déjà en mission pour contribuer modestement à la bonne gestion de la chose publique. Cette promotion 2018 du Public Advanced Management Programme, la première du genre, est appelée à être le vecteur du changement pour révolutionner l'administration publique ivoirienne. Ce programme nous a appris aussi bien professionnellement que personnellement. Alors plus concrètement, donc appliqué au département dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes en fait pour décider ensemble, réfléchir ensemble à tous les problèmes qui touchent à la jeunesse. Nous n'avons personne à rattraper, nous devons inventer le futur de nos nations. Et si nous avons réussi à ouvrir cette lucarne sur l'administration, c'est une première mondiale et je sais que beaucoup de pays vont nous suivre. La Côte d'Ivoire s'est engagée par cette formation offerte aux hauts cadres à investir dans le capital humain dans sa quête de l'émergence à l'horizon 2020. C'était un reportage de Pierre Dipomelin, un reportage donc dit par Franck Quadio. Depuis jeudi, le 29 novembre, un séminaire international sur les énergies de demain se tient sur les bords de la lagune Ébrié. C'est un séminaire organisé par la Direction générale de Côte d'Ivoire Énergie. Il vise à bâtir un plan d'action stratégique qui permettra au pays de s'assurer une transition énergétique réussie à l'horizon 2030. L'enjeu pour le secteur ivoirien de l'électricité étant de mettre à la disposition du consommateur une énergie propre, fiable et abondante. Les précisions de Jean-Louis Bangbo. La Côte d'Ivoire entend saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes pour atteindre une capacité énergétique d'environ 4400 MW en 2020 et 6000 MW en 2030, à commencer par un net accroissement de la part des énergies renouvelables, y compris l'hydroélectricité dans le mix énergétique. Nous avons commencé à développer des projets d'énergie solaire avec presque 200 MW qui sont en projet, essentiellement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi un projet de biomasse qui va se développer avec une centrale dans la région d'Aboisseau, 42 MW. Et aussi 2 projets de biomasse. Biomasse, c'est produire l'énergie à partir des déchets végétaux. Pour l'instant, c'est l'hydraulique, mais d'ici 2021-2022, on va monter en puissance avec 200 MW de solaire et presque 100 MW de biomasse. Ce séminaire, ouvert aux partenaires au développement ainsi qu'aux autorités nationales, vise à faire le point de la maturité des différentes technologies alternatives de production, de stockage et de gestion d'énergie électrique afin d'aboutir à un plan d'action stratégique. Aujourd'hui, nous avons 2 sources qui contribuent essentiellement à la production d'électricité en Côte d'Ivoire. C'est l'hydroélectricité et principalement le thermique. Et dès l'instant où on va intégrer on aura du solaire, on aura de la biomasse. Vous voyez qu'on diversifie les sources. Et quand on diversifie comme ça, il faut aller vers des systèmes de gestion de plus en plus intelligents, et pas qui se substituent à l'être humain, mais qui facilitent beaucoup le rôle de l'être humain donc, dans le pilotage donc, du système. La part de ces énergies renouvelables ne représentait que 20% contre 80% d'énergie thermique en 2017. L'objectif final est de parvenir en 2030 à un mix énergétique avec 42% d'énergie renouvelable pour 58% d'énergie thermique.
Et puis les automobilistes ont dû s'en rendre compte, passer de 620 à 640 francs CFA le litre le 1er novembre dernier. Le prix du super à la pompe a baissé hier samedi à 630 francs CFA le litre, soit une baisse de 10 francs CFA. Et cette autre information qui devrait d'autant plus réjouir les automobilistes, la police nationale accentue la lutte contre les actes d'incivilité liés au code de la route. La brigade de lutte contre les incivilités et les manquements aux règles de circulation dans le district d'Abidjan vient d'être réactivée. Elle est composée essentiellement de motards. Elle a pour mission la répression des infractions liées au code de la route. Les précisions d'Abou Sanogo. C'est un dispositif de motards. Il vient en appui aux autres unités d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Sa mission, lutter contre les incivilités, toute forme d'incivisme et les manquements aux règles de circulation. La brigade de lutte contre les incivilités liées au code de la route dans le district d'Abidjan a donc été réactivée et mise en route à partir de la nouvelle préfecture de police d'Abidjan 6 à Abobo. Elle sera dirigée par le lieutenant Bangali Traoré. Nous ferons tout pour ne pas faillir à l'honneur, pour que la circulation s'améliore à Abidjan, parce qu'aujourd'hui, personne n'est sans ignorer la délinquance routière qui a pris de l'ampleur. Le préfet de police d'Abidjan a invité les éléments de cette brigade à plus de professionnalisme dans l'exécution de leur mission. Il ne s'agit pas de tracasserie, il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre dans le trafic, de l'ordre dans la circulation routière. Qu'ils agissent dans la légalité. Ils se défendent de nous donner l'alerte, de signaler les mouvements suspects. La brigade de lutte contre les incivilités, toute forme d'incivisme et les manquements aux règles de circulation sera déployée sur les artères principales du district d'Abidjan. Elle mènera plusieurs opérations de lutte, notamment contre le non-respect des feux tricolores, la circulation en contresens, le stationnement anarchique, les véhicules aux plaques d'immatriculation non conformes et aux vitres teintées non d'origine, la circulation sur les terre-pleins, le surnombre de passagers, l'usage du téléphone au volant, le non-respect de la priorité, le chevauchement de la ligne continue. L'opération démarrée le 1er décembre 2018 prendra fin en janvier 2019. Les outils de résilience face au changement climatique. Voilà le thème de la 4e édition du Salon international de la géomatique qui s'est tenu ici à Abidjan du 27 au 29 novembre dernier. Et cette rencontre qui a duré 72 heures a été l'occasion pour les participants de faire plusieurs recommandations, notamment la mise en place d'un mécanisme de suivi de ces recommandations en vue d'une lutte efficace de ce phénomène. On en sait plus avec Grace Kando. 9 panels ont meublé la 4e édition du Salon international de la géomatique, initié par le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG. Il s'agit entre autres d'outils et méthodes innovantes de collecte et d'analyse de données, de désertification et de dégradation des terres et de ressources en eau, agriculture et sécurité alimentaire. Les exposants ils ont été capables de mettre en place des drones qui répondent à la problématique. C'est-à-dire créer des drones qui permettent de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. On a eu des exposants venant, des scientifiques venant de la NASA, qui ont pu développer des technologies qui sont très adaptées pour l'Afrique et qui permettent d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. On est capable de proposer des technologies vertes et qui permettent à notre État de pouvoir faire face à ce genre de problèmes. Que les années à venir, ces mêmes partenaires et ces organisateurs puissent mobiliser toutes les ressources nécessaires pour que Géomatique puisse être délocalisée dans les différentes capitales des pays africains. Et le Premier ministre compte sur le CNTG, compte sur toutes les intelligences ici présentes et compte sur toutes les intelligences africaines afin que nous puissions atteindre cet objectif. Ce salon qui a réuni plusieurs experts nationaux et internationaux a été sanctionné par plusieurs recommandations. Doter le salon d'un budget annuel de sorte à faciliter chaque étape de préparation, chaque aspect de son déroulement, ainsi que les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations.
Le Salon recommande de mettre en place un conseil scientifique pluridisciplinaire chargé de passer en revue les principaux défis de développement économique du pays et préparer dès maintenant la prochaine édition du Salon international de la géomatique. Des recommandations ont été aussi faites à l'endroit des acteurs de la lutte contre les changements climatiques. Elles portent sur la mise en œuvre des projets à fort impact stratégique visant à améliorer la résilience des populations et des secteurs de développement face au changement climatique. On ouvre le chapitre religion de ce journal. Les chrétiens de l'église Aris du temple de Noé de Yopougon étaient récemment en pèlerinage à Globale au Libéria. Sur place, ils se sont recueillis sur la tombe de feu Williams Wadé Aris, qui est le père fondateur de l'église Aris. Au cours de ce séjour spirituel, ils ont saisi l'opportunité pour faire des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale, aussi bien au Libéria qu'en Côte d'Ivoire. Direction Globale au Libéria. Partir se recueillir sur la tombe du prophète William Wadé Aris à Globale dans son village natal au Libéria, les chrétiens de l'église Aris du temple Noé de Yopougon ont aussi profité pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et au Libéria. Selon le prédicateur Jules Biti, c'était aussi l'occasion pour appeler les Ivoiriens réfugiés au Libéria de rentrer au pays, puis de remercier le président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts de paix et de cohésion sociale. Nous demandons au Dieu qui puisse, au prophète lui-même, qui a fait l'évangélisation en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le Libéria et la Côte d'Ivoire s'unissent et connaissent beaucoup la paix. Nous demandons à nos deux chefs d'État, nous prions pour eux, pour que les deux chefs d'État fassent en sorte qu'il y ait la paix au Libéria et la paix en Côte d'Ivoire. William Wadé Aris est le père fondateur de l'église Aris. Il a évangélisé en Côte d'Ivoire de 1913 à 1915. Vous allez le voir en image. Au Togo, la coalition de 14 partis de l'opposition a encore fait descendre ses militants dans la rue à travers le pays. C'était hier samedi 1er décembre. Les manifestants dénonçaient le texte de la réforme constitutionnelle soumis à l'Assemblée par le gouvernement ainsi que la tenue des législatives le 20 décembre prochain. Nous sommes dimanche 2 décembre et depuis hier samedi, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et cela durant tout le mois de décembre. Une reconnaissance des efforts accomplis par le pays pour atteindre l'émergence. La Côte d'Ivoire, un pays dont la voix compte sur l'échiquier international. Élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017, le pays siège au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018. Bien évidemment, nos équipes sont déployées pour vous faire revivre l'événement, pour vous faire vivre l'événement durant tout ce mois de décembre, tout au long de cette présidence. Et cette présidence du Conseil de sécurité, c'est notre sujet du Dimanche Magazine. Notre invité, c'est Dr Traoré Dolazié, qui est déjà installé. Bienvenue encore, docteur. On regarde ensemble cet élément vidéo, puis on revient pour échanger. Merci. Le Conseil de sécurité, l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, a été créé par la Charte de l'ONU en novembre 1945. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant 1 mois, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Pour ce mois de décembre, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Organe exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsqu'il est saisi d'une plainte faisant état d'une menace contre la paix ou d'une agression, le Conseil de sécurité commence en général par inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à savoir énoncer les principes auxquels devra se conformer un éventuel règlement. Envoyer une mission, nommer des envoyés spéciaux ou demander au secrétaire général d'user de ses bons offices pour parvenir à un règlement pacifique du différend. Dans certains cas, ordonner des mesures d'enquête et de médiation. Lorsqu'un différend débouche sur des hostilités, le Conseil a pour priorité de mettre fin le plus rapidement possible à celles-ci. Dans ce cas, il peut ordonner un cessez-le-feu pour éviter une aggravation
d'un conflit, déployer sur le terrain des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix afin d'aider à réduire les tensions. Si cela ne suffit pas, le Conseil peut décider de prendre des mesures d'imposition de la paix, parmi lesquelles des sanctions économiques, un embargo sur les armes, des restrictions et pénalités financières et des interdictions de voyager. La rupture des relations diplomatiques, un blocus ou des mesures collectives d'ordre militaire. Le Conseil de sécurité essaie de faire en sorte que les mesures prises frappent surtout les responsables des politiques et pratiques condamnées par la communauté internationale. Le Conseil siège en permanence. Il peut se réunir à tout moment en cas de menace contre la paix. Chaque membre du Conseil doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation à New York afin que le Conseil puisse se réunir chaque fois que le besoin se fait sentir. Alors, docteur Traoré, l'élément vidéo nous a instruit un tant soit peu, mais dites-nous en une phrase, qu'est-ce que le Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, c'est l'instance de décision, l'instance principale des décisions. Et c'est différent de l'Assemblée générale? Oui, c'est différent de l'Assemblée générale parce que l'Assemblée générale est un organe consultatif. Et le Conseil de sécurité, c'est l'organe de délibération qui décide. Au-delà des décisions, elle prend des résolutions qui ont une force contraignante. Alors, depuis hier, la Côte d'Ivoire assure la présidence de ce Conseil de sécurité-là. Présidence depuis hier. En quoi c'est un événement? C'est une bonne nouvelle, d'accord, mais en quoi c'est un événement? C'est une bonne nouvelle en ce sens que, vous savez, notre pays a connu des heures difficiles, à défaut de dire des jours et même des années. À l'époque, vous étiez encore jeune certainement, mais la voix de la Côte d'Ivoire était comptée. Au temps de Houphouët-Boigny, nous avons eu des célèbres ministres des Affaires étrangères. Notamment ici à Mara. Notamment ici à Mara, comme vous venez de citer. Et la Côte d'Ivoire était consultée. Le pays était consulté, son chef d'État, ses diplomates avaient une certaine reconnaissance. Sauf que depuis 25 ans, la Côte d'Ivoire est tombée dans l'hernière, la situation est devenue un peu compliquée, notre diplomatie s'est émoussée et que, Dieu merci, après seulement 7 à 8 ans, après une crise, grave crise, nous venons de constater avec le président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire est en train de reprendre ce prestige d'antan, cet honneur que nous avons toujours souhaité et cette place, cette mise à la lumière que chaque pays, surtout un petit pays, en a besoin, surtout quand on sort d'une grave crise. Et c'est quoi les enjeux? Les enjeux sont très, très importants. Le premier enjeu, c'est l'enjeu économique. C'est l'enjeu économique. Lorsque vous avez, à défaut de dire la chance, mais vous avez fait l'effort d'être reconnu, vous avez cette mission de mettre les autres en confiance, de les appeler vers vous, de rendre votre pays fréquentable. Et la fréquentabilité d'un pays est très, très, très importante, en ce sens que chaque investisseur voudra voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment investir. Ça, c'est déjà une assurance. C'est déjà garanti. Quand c'est garanti, c'est déjà pas mal pour le pays. Et ce qui est soutenu par une fréquentation, une démarche diplomatique, ce n'est pas l'effet du Saint-Esprit, c'est une démarche, c'est des négociations afin d'être reconnu. Et sur ces deux plans, diplomatique, économique, et en cela, la Côte d'Ivoire a développé ce que nous appelons dans les officines universitaires diplomatiques, ce qu'on appelle l'éco-diplomatie, c'est-à-dire une économie multilatérale, multisectorielle, qui voudrait ne serait-ce qu'apporter à la Côte d'Ivoire cette relance économique, et pour ne pas dire ce développement. Ce développement. Et à cette occasion, on va partager notre expérience de maintien de la paix. En quoi notre expérience-là est si spéciale? Notre expérience est spéciale, en ce sens que, imaginez, nous avons connu 10 ans de guerre. Notre expérience est spéciale. Après 10 ans de guerre, en moins de 8 ans, de 2011 en 2000, à défaut de dire 17 déjà, nous avons des taux de croissance à 2 chiffres.
nous avons un pays... Presque à 2 chiffres. Nous avons un pays globalement pacifié, et ce qui est déjà remarquable. Et autant important, en ce sens que nous, en tant que pays, à défaut de dire sous-développé, nous sommes soumis à certaines contraintes. Mais la Côte d'Ivoire a fait, à défaut de dire, un miracle, il faut le dire, et qu'aujourd'hui, notre président qui prend son bâton de pèlerin, qui est en train de rendre ça très, très, très positif. D'accord. Et aujourd'hui, l'ONUCI est partie de la Côte d'Ivoire, et alors qu'il y a certains pays où ils sont encore depuis plusieurs décennies. Oui. Je prends l'exemple de Chypre, où ils sont depuis 1945. L'exemple de Chypre, le Liban, le Congo démocratique. Vous savez, c'est seulement en septembre 1960 que nous avons intégré le Conseil des Nations aux Nations Unies. En 58 ans, nous avons connu des fortunes diverses. Ouais. Sauf que ce que nous sommes en train de connaître maintenant est tout à fait nouveau. Nous sommes en train de cultiver ce qu'on appelle à la matière diplomatique l'art du rebond. L'art du rebond. Et cet art du rebond n'est pas fortuit. C'est une expérience que les autres voudront vraiment savoir. Et c'est en cela que le président Alassane Ouattara est à la matière un exemple. Et avec sa gouvernance, voudrait apporter cette expérience à la communauté internationale, et nous allons en parler. Et il va même présider le 5 décembre prochain un débat de haut niveau sur le thème la reconstruction économique post-conflit, pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité. Mais est-ce que cela m'amène à vous demander, est-ce que cette présidence, on peut dire que c'est l'aboutissement d'une diplomatie active de notre président? Oui. Bon, c'est d'abord l'aboutissement, parce qu'il y a certains pays, depuis 11 ans, certains pays qui mettent pieds et mains, mais qui n'arrivent pas à être acceptés jusque-là. C'est l'aboutissement, en ce sens que, de par la notoriété même de la personne, de par son parcours, de par son expérience, il est arrivé en si peu de temps à rassurer la sphère diplomatique et économique. Ça, c'est déjà des points de gagner. Deuxièmement, vous venez de dire que le 5, il va prendre la parole. Le 5 décembre, il est attendu à New York lundi. Le sujet est très important. C'est un thème pratiquement de réflexion. La reconstruction économique post-conflit, pilier solidaire et de pérennisation de la paix, facteur de stabilité et de sécurité. Vous voyez, ça c'est la mission même du Conseil de sécurité. Nous, aujourd'hui, nous constituons un exemple. En moins de 6 à 7 ans, nous sommes sortis nous avons fait la reconstruction, nous sommes en train de faire la reconstruction, nous sommes un exemple, nous sommes un pilier de consolidation sociale, nous sommes une pérennisation, nous avons pérennisé la paix, quoi qu'on puisse dire. Donc ce facteur-là, cette expérience-là, de quête de stabilité, voudrait être partagé par les autres, ce qui est pas mal. On disait que tout à l'heure que c'est un événement. En revenant un peu sur le cas d'un pays, par exemple, le Congo, ça fait 58 ans que les opérations de maintien de l'ordre... Depuis 1960, oui. 1960 pour certains pays. Donc pour la Côte d'Ivoire, nous avons vécu seulement, on pourrait dire, 13 ans, de 2004 à 2017. Et seulement avec des points de pic seulement de 2004 à 2011, et tout le reste, nous pourrons dire que vive la Côte d'Ivoire. Quand on sait que 120 pays au monde ont connu des opérations de maintien de la paix, absolument, et 10 seulement s'en sont sortis. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, évoquait récemment 2 dossiers importants qui pourraient être désormais confiés à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, 2 dossiers très importants, en ce sens que, d'abord, le ministre Montano, le 6 décembre, va tenir ce qu'on appelle en matière diplomatique des conférences de cadrage. Et une conférence de cadrage serait tenue par le ministre Montano. Et le terme est le suivant: une plus grande implication des États et des organisations sous-régionales et régionales pour plus d'efficacité dans la prévention de la résolution des conflits en étroite collaboration avec les Nations Unies. Vous voyez, c'est un mode de règlement de conflits. C'est un encouragement aux pays qui sortent des conflits, de ne pas baisser les bras, mais plutôt d'aller vite. Il y a un mécanisme. Et l'expérience ivoirienne
que le ministre Montano voudrait faire. Et encore, une information que... Et parmi les deux dossiers en question, je pense, il y a la Centrafrique. Il y a la Centrafrique et le G5. La Centrafrique et le G5, la Centrafrique en ce moment avec la MINURCA en Centrafrique, il y a un contingent de maintien de la paix, mais qui a maille à partir tout simplement pour un problème de financement. Pour un problème de financement, parce que c'est une opération multidimensionnelle, multisectorielle, qui certainement a de bons objectifs, mais qui manque de moyens. Et la Côte d'Ivoire va essayer de faire une réunion, un appel de fonds pour relancer. Pour le cas du G5, pour le cas du G5 Sahel. Aussi important, en ce sens que quand on parle du G5, c'est la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont à nos portes. À peine aujourd'hui, aux informations, on nous disait qu'il y a eu des attaques au Burkina. Le G5, c'est une menace parce que ce sont des organisations terroristes qui se sont cristallisées de la zone de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Bien sûr. Nous allons terminer. Parlez-nous de la réforme du Conseil constitutionnel. Vous avez 20 secondes. Une réforme qui est tant appelée, qui est appelée par beaucoup de partis. Au-delà de la Centrafrique, qui est un dossier important du Conseil de sécurité confié à la présidente de la Côte d'Ivoire, au-delà du G5, il y a aussi la réforme, un projet sur la réforme du Conseil de sécurité. Dieu seul sait que depuis le Conseil de sécurité, il est resté encore bloqué sur le schéma de 1945 qui était fondé sur 5 postulats. Premier postulat, c'est-à-dire la puissance. Deuxième postulat, la démographie. Troisième postulat, la puissance militaire. Et quatrième postulat, le nucléaire. Voyez que tout ça, c'est aussi dépassé aujourd'hui. On voudrait que la Conseil de sécurité... Il y a eu des tentatives. Il y a eu le G4 avec le Brésil, avec la France, avec autant de puissances qui ont tenté, l'Allemagne qui ont tenté, mais jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Le veto dont disposent donc certains de ces États membres serait anachronique selon certaines parties. Et même la structuration du Conseil économique. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur Traoré Zola, nous sommes malheureusement tenus par le temps. Professeur donc en relations internationales à l'Université d'Abidjan Cocody. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau dans le cadre du magazine du dimanche. Nous avons parlé des enjeux de cette présidence du Conseil de sécurité. Présidence assurée, je le rappelle, par la Côte d'Ivoire depuis hier samedi 1er décembre. C'est la fin de cet entretien. C'est aussi la fin de ce 13h. Merci de votre confiance à notre chaîne et bon dimanche chez vous.